Alors, attaquons justement sur ce CSE. Ce n'est un secret pour personne. Le CSE, Comité social et économique, va devenir la nouvelle instance. Donc, elle fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel existantes, à savoir l'EDP, le CE, LCHCT ou bien même les DUP. Cette instance a été créée par une ordonnance dont dite Macron de septembre, par une ordonnance, excusez-moi, voilà, ça y est, la souris est au bon endroit, donc par une ordonnance dite Macron de septembre 2017, qui a été complétée, modifiée également par l'ordonnance Balai du mois de décembre, qui a corrigé toutes les coquilles finalement des précédentes ordonnances. Le décret, qui lui était promis pour la fin d'année 2017, est bien sorti au journal officiel le 30 décembre 2017, puis le projet de loi de ratification a suivi en février 2018. Le Conseil constitutionnel s'est quant à lui prononcé la semaine dernière sur la conformité de cette fameuse loi. Il ne reste donc maintenant plus que la promulgation à venir, dans les jours, les semaines à venir, pour achever ce processus législatif. Cette nouvelle instance, dans tous les cas, verra bien le jour progressivement dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés d'ici le 31 décembre 2019. Donc, si on comprend bien, Sandrine, ça veut dire qu'au 1er janvier 2020, toutes les entreprises concernées seront donc conformes à CSE, donc Comité social et économique. C'est tout à fait ça, Zaina. Qu'elles le veuillent ou non, les entreprises concernées auront toutes un comité social et économique en 2020. Alors, par contre, il n'a pas été fait complètement en table rase du passé, puisque les compétences finalement de cette nouvelle instance sont construites en miroir par rapport à celles des instances que l'on connaît déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que dans une entreprise dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, le CSE va reprendre une mission qui sont dévolues actuellement aux délégués du personnel. Dans les entreprises avec un effectif plus important, à partir de 50 salariés, le CSE gérera quant à lui toutes les missions aujourd'hui gérées par l'EDP, le CE, mais aussi le CHSCT. Donc, on va voir un petit peu maintenant ce que ça nous donne en pratique par rapport à la date de vos fins de mandat. Donc, on voit que du coup, si le mandat se termine... Donc, si le mandat devait prendre fin cette année, en 2018, on va voir que l'employeur aura donc plusieurs choix. Donc, soit d'une part de mettre en place directement le CSE à partir de janvier 2018, vu que les décrets sont sortis, comme précédemment Sandrine nous l'a expliqué, le 30 décembre. Donc, à la date normale, finalement, de fin du mandat, les élections ont lieu, sauf que c'est un CSE qui est mis en place. Donc, voilà. Ou sinon, l'employeur pourra réduire les mandats pour mettre en place le CSE avant l'heure. Et enfin, l'employeur peut également décider, s'il est un peu frileux par rapport à ce changement légal et qu'il ne veut pas tout de suite passer au CSE et qu'il aime bien le format de l'instance dans laquelle il est, il pourra du coup décider de proroger le mandat d'1 an maximum. Et dans tous les cas, de toute façon, il faudra mettre en place le CSE avant le 1er janvier 2020. Donc ça, c'est pour ceux qui terminent en 2018. Dans le cas où on est dans le cadre d'une fin de mandat qui intervient en 2019 ou après janvier 2019, on aura du coup aucune prorogation qui sera possible, on ne pourra pas allonger le mandat. Par contre, on pourra réduire le mandat d'1 an max si ça arrive en 2019 pour mettre en place, dans tous les cas, le CSE au 1er janvier 2020. Donc, c'est bien cela. Donc oui, c'est bien cela. Au 1er janvier 2020, eh bien, ce sera effectivement mis en place. Dans tous les cas, en fait, cette mise en place du CSE doit intervenir à cette date butoir, 31 décembre 2019, disparition de toutes les instances actuelles. Pour les prochaines élections, les candidats n'auront donc plus le choix du mandat qu'ils souhaitent exercer. On pourra plus dire « je veux être DP, je veux être membre du CE, je veux faire partie du CHSCT ». Le cumul des casquettes va devenir obligatoire, ce sera la norme. Et pour de nombreuses entreprises, la mise en place du CSE sera également l'occasion de mettre en pratique pour la toute première fois les règles concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Concrètement, les listes comportant plusieurs candidats devront être conformes à la proportion finalement d'hommes et de femmes au sein du collège. S'il y a par exemple 55% d'hommes dans le collège non cadre, les listes devront compter 55% de candidats masculins. On va prendre donc un petit exemple qui doit s'afficher normalement sur le PowerPoint que vous pouvez voir. Là, dans cet exemple, dans une entreprise de 80 salariés, lors des élections du CSE, il y aura donc 5 postes de titulaires et 5 postes de suppléants à pourvoir.
répartis donc de la manière suivante: 3 titulaires, 3 suppléants pour le premier collège et 2 titulaires, 2 suppléants dans le deuxième collège. Eh bien, dans le premier collège, s'il est composé à 45% de femmes et à 55% d'hommes, pour savoir combien il nous faudra de candidats hommes et combien il nous faudra de candidats femmes, eh bien, il va falloir procéder à un petit calcul. Tout simplement, on va regarder, donc on a 3 postes à pourvoir, fois 45%, fois 45% de femmes, ça nous donne 1,35 femmes. Alors, rassurez-vous, ne commencez pas à imaginer découper vos collègues en morceaux pour trouver 0,35 femmes, on arrondit évidemment à une femme. De la même manière, pour savoir combien il faudra de candidats hommes, on va tout simplement faire les 3 postes à pourvoir fois 55% d'hommes qui composent ce collège. Cela nous donne 1,65 hommes arrondi à 2 hommes. La liste de candidats, s'il comporte plusieurs candidats, devra donc comporter, aussi bien pour les titulaires que pour les suppléants, une femme titulaire, 2 hommes titulaires, une femme suppléante, 2 hommes suppléants. Alors, je vois Marjorie qui nous indique que dans son entreprise, il y a 80% de femmes. Eh bien justement, c'est exactement la situation de notre deuxième collège, où il y a donc 80% de femmes, 20% d'hommes. Eh bien dans ce cas-là, on va procéder exactement au même calcul. On va donc avoir les 2 postes à pourvoir fois les 80% de femmes, ce qui nous donne 1,6 femmes, arrondi à 2 femmes. Les 2 postes à pourvoir fois les 20% d'hommes, 0,4 hommes, qu'on arrondit donc à 0 hommes. La liste de candidats pourrait donc être composée de 2 femmes et de 0 hommes, ou alors, éventuellement, on pourrait quand même mettre un candidat masculin pour ne pas exclure tout simplement les hommes. Donc si vous avez quand même un homme qui, parmi ces 20%, souhaite se présenter, vous ne l'exclurez pas, vous pourrez quand même le présenter si vous le souhaitez sur votre liste. Simplement, l'interdiction sera de le mettre en tête de liste. Donc il pourra apparaître en 2e position. La position justement au sein de la liste va être très importante, puisqu'au-delà de devoir respecter cette proportion d'hommes et de femmes, eh bien vous allez en plus devoir composer vos listes alternativement avec un candidat homme, un candidat femme, jusqu'à épuisement finalement des candidats de l'un des 2 sexes. Alors on va prendre un petit exemple là encore pour illustrer. Dans ce collège numéro 1 où nous avions 3 postes à pourvoir avec 2 hommes, une femme, il serait tout à fait possible de présenter la liste comme la liste A. On commence par un homme, une femme, puis un homme. C'est donc bien en alternance, pas de souci. On peut également procéder comme pour la liste B. On commence par une femme, puis un homme. Ensuite, on pourra mettre en 3e position de nouveau un homme, puisque tout simplement, on n'avait qu'une seule femme à présenter comme candidate. C'est déjà fait. On a donc bien épuisé toutes les candidates femmes. On peut donc mettre un 2e homme. La liste C, par exemple, ne colle pas. Elle ne serait pas recevable, puisque là, on commence par un homme, puis un 2e homme, alors qu'on avait bien une candidate femme à présenter également. Donc, voilà un petit peu comment il faudra procéder dès ces prochaines élections. Donc, soyons clairs, dans certaines entreprises, ça va être une vraie difficulté. Il faudra déjà trouver des candidats qui ne sont pas effrayés à l'idée d'occuper toutes les attributions qui est aujourd'hui réparties entre les DP, le CE et le CHSCT. Mais en plus de ça, il faudra qu'ils soient du bon sexe. Donc ce ne sera pas forcément simple pour tout le monde, surtout dans les petites structures. Alors en effet, ça va être compliqué. Et en plus, il y en a certains qui ont déjà expérimenté cette règle, puisqu'elle s'applique à toutes les élections qui ont lieu depuis le 1er janvier 2017. Et donc les nouveautés avec le CSE, donc ce que Sandrine nous a déjà commencé un petit peu à nous expliquer, pardon. Donc la possibilité de présenter sur la liste un candidat du sexe qui ne devrait pas être représenté en application des calculs, comme ici dans le collège 2, ou l'organisation des élections partielles en cas d'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté. Donc, en plus de cette difficulté de trouver un candidat du bon sexe, on va avoir également la difficulté que les mandats seront limités à 3 mandats successifs dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Et donc ça, c'est une grande nouveauté des ordonnances Macron. Alors, donc là, excusez-nous, on a eu un petit problème, je suis partie un petit peu trop vite. Donc la proportion équilibrée, donc comme on avait vu ensemble, donc la proportion des femmes et d'hommes sur les listes de plusieurs candidats doit être conforme à la composition du collège. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisant des candidats d'un des sexes. Il n'y a pas d'exclusion possible, donc il n'est pas possible d'exclure totalement la représentation de l'un ou de l'autre sexe. Donc ça, c'est intéressant de le savoir, parce que ce n'était pas le cas avec la loi Rebsamen. Ça a été du coup modifié par les ordonnances pour les élections du CSE. Et enfin, le non-respect peut entraîner l'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté. Et donc, on en arrive maintenant au mandat successif.
Et donc, je laisse la parole à Sandrine sur les 3 mandats limités dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc, effectivement, ça c'est une vraie nouveauté. Au bout de 3 mandats successifs, une pause s'impose. C'est la nouveauté du CSE. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui ont déjà cumulé pas mal de mandats, on ne commencera à compter ces fameux mandats successifs qu'à partir de votre première élection en tant que membre du CSE. En plus, il est vraiment question de mandats successifs, donc si vous faites un mandat, une pause, de nouveau un mandat, ça ne rentrera pas dans le décompte. Je précise juste pour les personnes qui posent des questions, n'hésitez pas effectivement à poser des questions au fur et à mesure. On les traitera à la fin du coup de notre présentation. Donc n'hésitez pas, allez-y, posez des questions, on remontera le fil une fois qu'on aura donc terminé tout cela. Alors, on en était donc à ces fameuses limitations des mandats, cette grande nouveauté. Eh bien, il sera possible de déroger quand même à ce principe, par contre, uniquement dans les entreprises de moins de 300 salariés. Et pour ça, il faudra prévoir tout simplement une clause dans le protocole d'accord préélectoral. Si vous êtes dans une entreprise de plus de 300 salariés, il n'y aura par contre aucune dérogation possible, vous serez bien limité à ces 3 mandats successifs. Ensuite, donc, nous allons voir ensemble, regardons justement combien il y a prévu d'élus en selon l'effectif. Donc, on voit quand même qu'il y a pas mal de pertes au niveau de ce qui est prévu au niveau du CSE, comparé à avant. Donc, on perd un nombre d'élus important au total, donc si on additionnait DP, CE et CHSCT. Maintenant, on fera tous partie de la même instance, donc du CSE. On pourrait donc penser qu'il va falloir une sacrée grande salle pour pouvoir accueillir tout le monde pendant les réunions plénières. Dans une entreprise de 300 salariés, par exemple, ça fait 11 titulaires et 11 suppléants, donc soit 22 élus dans une même salle de réunion. Donc, sans parler des 3 collaborateurs en plus que le président pourra amener finalement, puisque avec le CSE, il aura la possibilité d'être accompagné par 3 collaborateurs et non plus 2, comme c'était le cas jusqu'à présent. Eh bien, en fait, Sandrine, les ordonnances, elles ont prévu une chose qui est du coup spectaculaire quand même, c'est que les suppléants ne pourront plus assister aux réunions que s'ils remplacent un titulaire quand on sera passé au CSE. C'est-à-dire que les suppléants ne pourront plus venir en réunion plénière. Sauf s'ils remplacent un titulaire. Alors imaginez le bazar justement, si l'absence n'a pas pu être anticipée. Si le suppléant n'a pas été prévenu, qu'il fallait qu'il vienne à cette réunion justement pour remplacer un titulaire absent. Alors, dans ce cas-là, rien ne semble interdire, dans ce type de situation, une absence inopinée d'un titulaire, de suspendre la réunion dès qu'on constate qu'il y a absence justement de l'un des titulaires présents. Et puis tout simplement, on suspend la réunion, on appelle le suppléant, puis on lui demande de venir nous rejoindre pour pouvoir assurer le remplacement. Il ne faudra pas, par ailleurs, ne pas se tromper de remplaçant. Comme on le voit donc, du coup sur le PowerPoint qui est projeté, c'est que curieusement, lorsque le titulaire absent s'est présenté sur une liste syndicale lors des élections, un mécanisme de remplacement curieux est prévu. Les candidats non élus, donc c'est ce qu'on voit du coup en critère 4, par les salariés mais présentés par la même liste syndicale, passeront avant les suppléants élus, mais sur une autre liste ou sur une liste sans étiquette. Alors ça se faisait effectivement déjà pour les DP, c'était quand même rarement appliqué. Là, ça devient vraiment la règle officielle pour le CSE. Ça pose vraiment des questions pratiques. Comment seront protégés ces candidats? Aujourd'hui, ils sont protégés que durant 6 mois après l'élection. Là, comment est-ce qu'ils seront protégés dans la mesure où ils peuvent être appelés à devenir membres finalement du CSE à tout moment pendant toute la durée du mandat de 4 ans? C'est assez curieux effectivement comme fonctionnement. Est-ce qu'à chaque fois qu'ils sont titularisés le temps d'une réunion, ils vont être protégés de nouveau 6 mois comme à la fin de chaque mandat? Voilà, ça pose vraiment des questions curieuses. De la même manière, on peut se demander comment assurer efficacement le relais avec ces remplaçants. Puisqu'ils ne sont pas élus, ils n'auront pas accès à la base de données économiques et sociales. Donc ils ne pourront pas avoir accès aux informations qui peuvent leur permettre de bien préparer les réunions. Pareil, il ne sera pas question non plus de leur communiquer des informations présentées comme confidentielles, puisqu'ils ne sont pas couverts par l'obligation de discrétion, contrairement aux élus, n'étant pas encore élus, mais simplement des candidats malheureux à la dernière élection. On peut presque se poser la question de la place des suppléants élus, si comme auparavant ils ne peuvent pas voter, mais qu'en plus ils n'ont pas le droit de venir en réunion, et ils peuvent pas, sauf s'ils remplacent un titulaire bien sûr, et peuvent même pas ne pas pouvoir assurer le remplacement des titulaires absents au profit des candidats non élus. Donc du coup c'est un peu limité, on se dit que le rôle du suppléant finalement... Ça peut être un peu frustrant pour un suppléant d'ailleurs de devoir piquer la place entre guillemets par un candidat non élu, se dire ben zut, moi j'ai eu plus de voix et puis finalement je ne peux pas devenir titulaire, c'est quelqu'un qui n'a pas été élu qui devient titulaire, alors que j'aurais peut-être voulu l'être. Ça pourrait être même peut-être un petit peu compliqué de trouver des suppléants pour composer ces listes. Si on n'a plus le droit de venir en réunion,
qu'on sera peut-être pas amené à remplacer un titulaire en fonction de ce qui va, en fonction des critères d'application. Mais heureusement, il y a quand même des petites bonnes nouvelles pour les suppléants. C'est qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de souplesse sur les heures de délégation. Vous avez longtemps rêvé de ça. C'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir partager quand vous serez en CSE. Donc, le partage des heures de délégation entre les titulaires et les suppléants sera du coup possible. Et donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle et une belle avancée. Alors, effectivement, l'intérêt à ce moment-là, d'être suppléant peut quand même trouver son sens, puisqu'il sera possible, de cumuler dans la limite de 12 mois, mais aussi les partager. Toi, t'as un truc, t'as un mail, j'ai pas checké le côté des jours avant l'utilisation c'est toi qui t'en occupes, ça. Ah bon? Je te rappelle, hein, c'est pas revenu. C'est pour ça que je viens juste pour voir comment on peut faire dans le meilleur des cas, quoi. J'ai vu qu'il voulait qu'on fasse une ligne d'information, ça j'ai ok. Ouais, t'as un truc. Contracté, non. T'as dû leur offrir le santé. Sur avec le CSE. Les suppléants pourront donc s'investir dans les missions du CSE uniquement, on est d'accord, si les titulaires le souhaitent, puisque rien n'oblige un titulaire à partager ses heures, grâce à ce fameux donc partage du crédit d'heure. Alors, en gros, les heures de délégation baissent. On a pu le voir au travers des tableaux, les heures de délégation baissent, mais on peut être plus nombreux à les utiliser. C'est un petit peu comme si on avait réduit la taille du gâteau, mais on a le droit maintenant de faire plus de parts. Voilà, c'est un petit peu surprenant, effectivement. Alors, ça peut donc déjà être une piste. Les suppléants, effectivement, même s'ils ne viennent pas en réunion, pourront quand même, effectivement, s'investir hors réunion pour aider à la préparation de certaines activités sociales, pour participer à certains projets. Mais là encore, une piste peut être assez intéressante. Dans les structures de plus de 300 salariés, il sera obligatoire de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail. Ça peut aussi concerner les entreprises plus petites, mais seulement si l'inspecteur du travail l'estime nécessaire. Et donc, dans ces entreprises-là où il faudra mettre en place cette commission santé, sécurité et conditions de travail, composée de 3 membres, élus au sein du CSE et présidés par l'employeur, eh bien, le temps qu'on consacrera à cette commission, et notamment le temps passé en réunion de cette commission, sera sur le temps de travail effectif et ne viendra absolument pas impacter les heures de délégation. Donc, rien n'interdit de choisir des suppléants pour faire partie de cette commission. On peut donc imaginer un suppléant qui fait partie de la commission, qui ne peut pas aller effectivement aux réunions du CSE, mais peut participer à la commission santé, sécurité, conditions de travail, et donc se libérer du temps sur son temps de travail effectif pour participer à toutes les réunions de cette commission. Alors cette commission, son rôle, concrètement, eh bien, il peut être assez large. C'est au CSE d'en délimiter finalement le contour. Et cette commission pourrait se voir confier toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail, sauf le recours aux experts et puis les consultations. Il serait quand même utile de négocier donc, dans le règlement intérieur un volume d'heures pour pouvoir faire fonctionner cette commission en dehors du temps de réunion. Et maintenant, on va passer du côté des budgets. Donc, nous voici arrivés sur le changement de slide. Alors, on a beaucoup lu lors des ordonnances que le budget de fonctionnement allait augmenter, mais en réalité, en fait, ça ne concerne que les entreprises de 2000 salariés et plus, qui verra son budget augmenter de 0,2 à 0,22. Donc, on imagine bien que finalement, ça ne concerne pas beaucoup d'entreprises, et donc la plupart resteront sur 0,2, sauf s'ils ont 2000 salariés. En réalité, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est la fin du compte 641. Effectivement, quand vous allez passer au CSE, on ne va plus appliquer la masse salariale qui était affichée au compte 641. On va du coup avoir, l'assiette de calcul a été changée et passe désormais sur la masse salariale brute qui est constituée finalement par l'ensemble des gains et des rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Pour le moment, il y a également marqué dans le Code du travail, pour le CSE, que les sommes distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation soient incluses dans la masse salariale brute.
Par contre, attention, donc je dis pour l'instant, pour le moment, tout simplement parce que le projet de loi de ratification efface malheureusement la prise en compte des sommes distribuées au cours de l'application d'un accord de participation ou d'intéressement. Donc au final, en résumé, on a quand même un petit peu une mauvaise nouvelle. On va appliquer une masse salariale qui sera un petit peu moins importante. La référence sera désormais la déclaration des données sociales, donc la DSN. Et en plus de ça, on avait un petit plus avec les sommes de l'accord d'intéressement de participation, mais qui finalement va peut-être disparaître, enfin sûrement d'ailleurs, avec le projet de la loi de ratification. En revanche, il y a quand même une bonne nouvelle, Zaina. Il va être possible d'assouplir la frontière entre les deux budgets, comme le réclament de nombreux élus depuis longtemps, et le MEDEF aussi d'ailleurs. Donc c'est une petite souplesse effectivement qui est maintenant possible. C'est vrai. Après des années d'attente, les élus pourront enfin transférer une partie du fonctionnement sur du social ou inversement. Donc en cas de reliquat budgétaire, on va avoir les membres du CSE qui peuvent choisir par une délibération de transférer une partie ou tout du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement sur le social. La limite sera fixée par décret. De la même façon, on va pouvoir faire la même chose. Donc le reliquat du budget social pourra être transféré sur fonctionnement ou à des associations, à noter. Et dans ce cas-là, ça sera limité à 10% de l'excédent annuel. Donc ce qui va... Pardon. Alors, effectivement, c'est une possibilité que beaucoup attendaient. Alors, il ne faut pas s'emballer quand même. Il ne faut pas s'emballer. Pourquoi? Parce que cette possibilité de transfert, d'abord, du budget de fonctionnement vers le budget social, ne sera possible que lorsque vous serez en CSE. On entend beaucoup d'élus qui nous questionnent en ce moment sur la possibilité de transférer dès maintenant, alors qu'ils sont encore en CE, cette partie excédentaire parfois du budget de fonctionnement sur le social. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça concernera vraiment que le CSE. En plus, ça ne concernera que le reliquat annuel, pas les reports des années antérieures. Donc pour ceux qui sont assis sur un matelas confortable, ça ne veut pas dire qu'ils pourront le transférer sur le budget social. Et puis enfin, il y a une limite qui va être fixée quand même. Et pour l'instant, on attend toujours le décret qui devrait nous fixer cette fameuse limite. Mais la loi de ratification, qui est donc passée au Conseil constitutionnel, a bien précisé, et ça a été validé, qu'il y aurait donc une limite. N'imaginez donc pas dès à présent pouvoir transférer la totalité du reliquat annuel. Ah là, donc que de changements concrets avec ce CSE. Je vois que Arnaud, du coup, nous dit que c'est un cadeau empoisonné, ce transfert du fonctionnement vers le social. Très bonne remarque. Donc, effectivement, ça peut être un cadeau empoisonné, mais du coup, encore un cadeau empoisonné, comme Sandrine l'expliquait, qui va être encadré et limité, du coup. Parce qu'on ne pourra pas transférer tout le reliquat de ce qu'on avait accumulé il y a des années. Et en plus de ça, il y aura une limite qui sera fixée par décret. Donc, ça va permettre de garder finalement ce budget de fonctionnement, notamment pour des formations ou des expertises, effectivement, comme Arnaud le signale. Alors, c'est vrai que c'est un cadeau empoisonné dans le sens où la pression pourra peut-être être forte de la part des salariés, de la part de certains collègues, de la part même de membres du CE, eh bien d'éloigner davantage encore le CSE, en tout cas de sa mission principale, pour pouvoir distribuer davantage de bons d'achat, faire de la billetterie ou ce genre de choses aux salariés, ce qui n'est pas le cœur de métier du CSE, effectivement, et la tentation pourrait être grande de céder un petit peu à ces pressions des salariés, des directions. Voilà. Donc ça peut être effectivement dangereux, il faudra bien penser à garder quand même de quoi remplir correctement sa mission et se faire aider. Donc ça fait pas mal de changements, Sandrine, finalement, autour de ce CSE là qu'on voit depuis tout à l'heure. Donc il faudra d'ailleurs se préparer au changement entre le CE et le CSE. L'ordonnance Balai, qui est sortie le 20 décembre 2017, a prévu qu'il y ait des modalités de passation entre le CE et notre futur CSE, donc entre le CE sortant et le CSE entrant. Lors de cette dernière réunion du CE, il doit y avoir une délibération pour décider l'affectation des biens de toute nature du comité. Et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et des obligations, des créances et des dettes relatifs aux activités transférées. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et lors de la première réunion du CSE, eux vont devoir décider à la majorité des membres titulaires du CSE, soit d'accepter les affectations prévues par le CE lors de sa première réunion, soit de décider d'affectations différentes. Donc là, finalement, le CSE il pourra, Sandrine, finalement accepter ou refuser les biens légués. Donc ça fait... Et alors, rassurez-vous, d'ailleurs, il y a quand même des bonnes nouvelles avec ce CSE. Les transferts de biens meubles ou d'immeubles, d'ailleurs, ne donneront lieu
ni à un versement de salaire, d'honoraires au profit de l'État, ni à la perception de droits, de taxes, d'impôts. En gros, il n'y a pas d'impôt sur la succession, il n'y a pas de taxe sur la succession concernant le passage entre le CE et le CSE. C'est une bonne nouvelle présentée par les ordonnances. On n'attendait pas le contraire non plus, cela étant. On n'aurait pas été surpris d'un côté. C'est tellement allé loin avec ces suppléants. Alors, aussi également, donc, ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'il est important de souligner que l'ensemble des accords vont tomber. Donc les accords qui étaient applicables aux différentes instances, CE, DP, CHSCT, DUP conventionnel ou la DUP, vont tomber au premier tour des élections et donc lors du passage du CSE. Donc il n'y a plus d'acquis finalement de ce qui avait été négocié avant et donc ça va demander à l'ensemble des élus de se préparer à ce changement et notamment de renégocier dès maintenant les accords pour qu'ils soient valables à partir du CSE. Et donc la moralité de l'histoire, c'est que finalement ce changement, ça se prépare. Et du coup, il faut bien me préparer pour tous ces changements. Très bien, alors on a fini maintenant notre présentation. Effectivement, on va maintenant remonter un petit peu le fil de vos questions. Rassurez-vous, si nous n'avons pas le temps de toutes les traiter, nous les reprendrons nous, ensuite dans le chat et puis nous vous apporterons, à ceux qui ont posé des questions, des réponses par email. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, si on n'a pas le temps de toutes les traiter. En live, on les traitera quand même ensuite en différé. Alors, on va remonter justement un petit peu ces fameuses demandes. Faut-il recréer un règlement intérieur du CSE ou on applique ceux déjà faits en CE et CHSCT? Alors, c'est vrai qu'il serait mieux quand même de recréer un règlement intérieur propre au CSE puisque c'est vraiment une instance unique. On est vraiment allé loin dans la fusion. Il y aura vraiment des modes de fonctionnement propres à cette instance. Donc, il vaut mieux effectivement créer un règlement spécifique. Par contre, on peut, pour créer ce règlement, s'inspirer déjà largement de ce qui était fait dans le règlement intérieur CE et dans le règlement intérieur CHSCT. Donc oui, Arnaud, règlement intérieur unique, c'est une instance unique, donc il vaut mieux effectivement qu'elle ait son règlement intérieur unique. Alors on voit du coup Jenny qui nous a posé la question de quel accord. Donc là je parlais des accords finalement de fonctionnement qu'on peut avoir au niveau du CE qui mettait en place plus de crédits d'heures ou. Tout à fait. Dans certaines entreprises, il y a vraiment des grosses négociations sur des heures de délégation accordées au secrétaire par exemple ou au trésorier. Ouais. Voilà, ça peut être vraiment ce genre de choses ou une augmentation du nombre d'élus ou des moyens de fonctionnement pour les commissions. Voilà. Tout ça va disparaître. Il faudra tout renégocier. Tout renégocier des accords de fonctionnement donc, qui seront propres au CSE cette fois-ci. Mais vous pourrez toujours vous inspirer largement de ce qui s'était fait avant, en vous adaptant un petit peu avec le contenu qui avait... du contenu de la loi, pardon. Alors, du coup, je vois, si on n'a pas de budget social à la base, peut-on faire le transfert de budget? Alors, oui, effectivement, cette possibilité de transférer le reliquat annuel du budget de fonctionnement, attendons quand même de voir les limites qui seront prévues par décret, mais oui, cette possibilité de transfert concernera même ceux qui n'ont pas de budget social à la base, ce qui pourra leur permettre effectivement d'obtenir un petit budget social, comme d'ailleurs c'est déjà le cas pour ceux qui n'ont pas de budget social aujourd'hui. Eh bien, ils peuvent, cela étant, souscrire une assurance responsabilité civile et se faire rembourser par l'employeur le coût de cette assurance responsabilité civile sur le budget social, ce qui leur permet déjà d'avoir un petit, même si ce n'est pas des sommes énormes, d'avoir un petit budget social aussi. Alors, on voit une question de DUP A. Peut-on lancer la création du CSE dès à présent, profitant d'une carence de membres d'une des instances, en l'occurrence la plus grosse, la DUP? Quel protocole, même que pour le CE-DP? Alors, peut-on lancer la création du CSE dès à présent, profitant d'une carence de membres d'une des instances? C'est vrai que normalement, le passage en CSE se fait à l'occasion d'un renouvellement ou de la mise en place d'une instance. Quand il y a simplement carence de l'équipe en place, en général, on organise plutôt des élections partielles anticipées. Mais on a vu dans le schéma qui était présenté au début du support, par Zeynep, les différentes dates de fin de mandat, on va essayer de vous le reprojeter comme ça, ce sera plus clair. Il y a quand même des possibilités selon la date de fin de mandat, soit de le proroger ou soit de le réduire. Donc, bien souvent, on peut quand même être dans un cas de figure où on peut avancer quand même un petit peu sa date de mise en place. Alors attendez, on y arrive. Voilà, par exemple, si le mandat
devait prendre fin en 2018, rien n'empêche effectivement de le réduire ou de le prolonger d'1 an. Et pareil, s'il intervient effectivement, si la fin du mandat devait intervenir après 2019, après le 1er janvier 2019, on peut aussi le réduire d'1 an. Donc on peut profiter effectivement de cette occasion pour mettre en place de manière anticipée le CSE. Alors, du coup, ça nous a rebaissé vers en bas. Hop. Ah, non. Alors, on va aller dans ce sens-là. Alors, je vois comment se fait la désignation des 3 membres de la commission santé-sécurité. Une question posée par Elisabeth. Donc, comment fait-on pour désigner ces 3 membres de la commission ? Ce sera une décision à prendre effectivement au sein du CSE. C'est le CSE qui devra choisir les membres du CSE qui feront partie de la commission santé, sécurité, conditions de travail mise en place par le CSE également. Donc c'est vraiment une décision interne comme aujourd'hui par exemple on désigne son secrétaire, on désigne son trésorier, et bien demain avec le CSE on désignera les membres de cette commission. Je vois qu'il y a de nouvelles réactions par rapport encore à cette prorogation de mandat, à la possibilité d'allonger ou de réduire. Donc ça sera soit par une décision unilatérale de l'employeur, après consultation des instances, ou soit par un accord collectif à chaque fois, que ce soit en 2018 ou pour l'allongement du mandat, pour 2019 également, pour réduire, pardon. Ça sera également donc soit une décision et après on va consulter. Et donc l'employeur, il sera décisionnaire parce que votre avis sera consultatif, ou soit il y aura un accord collectif. Donc effectivement, qui décide, Arnaud? C'est bien la direction à la fin qui a le dernier mot, sauf s'il y a un accord qui a été conclu. Mais sinon, effectivement, il lui suffit de demander l'avis des élus, qu'ils soient pour ou contre. L'employeur peut quand même à la fin faire ce qu'il veut. Donc voilà, donc on aura peut-être le temps de faire traiter une dernière question, parce que je vois que le temps avance. On va devoir libérer la salle, mais rassurez-vous, comme on l'a dit, pour tous ceux pour qui nous n'avons pas pu traiter la demande en live, on vous enverra une réponse en différé. Alors on voit donc Elisabeth qui nous a demandé si l'effectif est de plus de 500, nous sommes sur 13 titulaires et 13 suppléants. Donc on va remettre la petite slide qui du coup est passée assez vite tout à l'heure. Alors c'est pas celle-ci, il me semble. Si là, c'est bien. Ah, si, c'est bien. Bah, alors, du coup... Ah, non. Oui, bah, du coup... Donc, de 500 à 599, effectivement, on aura 13 titulaires et 13 suppléants. Si, par contre, on est encore au-delà de 599, ça continuera de progresser. Il est midi, malheureusement. Vous laisser pour aller... vous restaurer. Mais n'hésitez pas effectivement à télécharger le support, à noter le webinaire. C'était notre tout premier webinaire, donc on a eu quelques petits loupés des fois avec le PowerPoint ou autre. On s'améliorera sur les prochains. Il va y avoir d'autres webinaires qui vont suivre. Vous recevrez des invitations. Et puis n'hésitez pas donc à nous faire vos commentaires, à télécharger le support et puis à continuer à poser des questions si vous le souhaitez. Nous allons donc les traiter à la fin de tout ça. On vous remercie pour votre attention, en tout cas. Oui, alors, hop. Et puis alors, simplement, on va revenir donc sur le PowerPoint. Hop là, simplement pour vous communiquer donc les dates, mais que vous pouvez retrouver en téléchargeant le support. Simplement donc pour vous communiquer les dates, pour ceux qui souhaitent se préparer au CSE un petit peu plus en détail, voir un petit peu comment se prépare le protocole d'accord préélectoral, que mettre dedans, etc. Eh bien, nous avons des formations prochainement un peu partout en France, et même à La Réunion. Métropolitaine et dans les Dômes, effectivement, puisqu'on a également à Saint-Gilles-les-Bains, à La Réunion, des formations en avril. Donc voilà, vous voyez, il y aura Toulouse, Rennes, Paris, Bordeaux, Marseille. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, vous pouvez suivre le site Success Consulting pour aller vous inscrire. Vous pouvez également, du coup, c'est également disponible donc, dans vos locaux. Donc à ce moment-là, ça sera nous qui viendrons chez vous. Voilà, bien écoutez, on vous remercie pour votre attention et puis pour votre participation, pour tous vos commentaires. Et puis on vous souhaite donc un très bon appétit. Au revoir. Au revoir, à très bientôt.